Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Dans cette édition, nous irons au Sénégal où de nouveaux heurts ont éclaté entre étudiants et forces de l'ordre dans plusieurs universités. Hier, un jeune de 25 ans a été tué lors d'affrontements avec les gendarmes dans la ville de Saint-Louis. Le débat sur la réforme de la terre se poursuit en Afrique du Sud depuis que l'ANC a promis de redistribuer les parcelles sans compensation. Les occupations illégales de terrain s'accélèrent. Des brigades sont chargées de détruire ces installations. Un reportage de nos correspondants dans ce journal. Et puis nous vous emmènerons à la rencontre de l'un des plus grands collectionneurs d'art africains, le Congolais Sindika Dokolo, également fondateur du mouvement citoyen Les Congolais debout. Les étudiants sénégalais manifestent pour la seconde journée consécutive. Après la mort de l'un d'entre eux, hier, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre dans les universités de Dakar, Ziguinchor et Saint-Louis. Depuis le début de l'année, les étudiants du pays réclament le versement de leur bourse d'études. À Dakar, les précisions de notre correspondante Sarah Sako. Les violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre se sont poursuivis autour du campus de l'université Cheikh Anta Diop ce mercredi, faisant plusieurs blessés. Les jets de pierre ont croisé les tirs de gaz lacrymogène. Le campus était bloqué, les artères autour également, y compris la corniche ouest, l'un des principaux axes de la ville, ce qui fait que la circulation a été fortement perturbée pour l'essentiel de la journée à Dakar. La colère des étudiants n'est donc pas retombée, au contraire, elle s'est propagée. Après Saint-Louis mardi matin, et après la mort du jeune Faloussen, 25 ans, ce sont les campus de Ziguinchor dans le sud du pays, de Bambey à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale et donc ici à Dakar qui se sont embrasés. Les étudiants réclament que justice soit faite sur ce drame. Ils dénoncent également le versement irrégulier de leur bourse. Du côté du gouvernement, les réactions se sont multipliées dès mardi, dès la mort du jeune Faloussen, par la voie d'un communiqué, mais également par la sortie de plusieurs ministres. Le chef de l'État, Macky Sall, a fait part de ses condoléances. Il a assuré qu'une enquête avait été ouverte. La société civile, de son côté, a dénoncé l'usage excessif de la force par les forces de sécurité, également le versement irrégulier des bourses aux étudiants. L'opposition guinéenne suspend ses manifestations. Depuis le mois de février, ses partisans protestaient contre les résultats des élections locales. Un scrutin remporté par le RPG, le parti au pouvoir. Les États-Unis et l'Union européenne ont joué le rôle de médiateurs pour tenter d'apaiser la situation. L'opposition reste malgré tout déterminée à boycotter le dialogue interguinéen. Les faits remontent à 2005. Un groupe de migrants venus majoritairement du Ghana est arrêté sur une plage gambienne. Plusieurs ONG accusent aujourd'hui Yaya Jammeh, l'ancien président de Gambie, d'avoir fait exécuter ses clandestins par ses miliciens. Nicolas Germain. Les hommes sur ces photos ont été assassinés en Gambie il y a 13 ans. Mercredi, deux ONG, Human Rights Watch et Trial International, ont accusé l'ancien président gambien Yaya Jammeh d'avoir ordonné leur exécution. Plus de 50 migrants, la plupart du Ghana, étaient soupçonnés d'être des mercenaires qui cherchaient à le renverser. Ils ont été abattus. Les crimes contre l'humanité ne doivent être tolérés nulle part dans le monde. Et cela inclut l'Afrique. L'Afrique doit se lever et dire « nous en avons assez ». Et c'est ce que cette campagne est en train de faire. Nous allons nous-mêmes poursuivre ce dictateur. Nous voulons être sûrs qu'il sera jugé. Et nous allons nous assurer qu'il sera reconnu coupable. Un rapport de l'ONU avait initialement conclu que les migrants avaient été tués par des éléments véreux des services de sécurité. Mais les deux ONG ont interviewé 30 anciens responsables gambiens, dont 11 officiers, et conclu que c'est Yaya Jammeh qui a bien donné l'ordre de tirer à son redouté groupe de paramilitaires appelé les Junglers. Martin Kieré est le seul survivant connu parmi la cinquantaine de migrants. Au moment où j'étais sur le point de m'enfuir, l'un des migrants m'a dit « c'est Dieu qui veut vous sauver ». Vous pouvez donc dire au monde que c'est Yaya Jammeh qui nous a tués. J'ai survécu et je me dois de sensibiliser les gens sur ce qui s'est passé. Yaya Jammeh est resté 22 ans au pouvoir. En décembre 2016, il perd la présidentielle face à l'opposant Adama Barrow. Il reconnaît sa défaite seulement au bout de plusieurs semaines, puis s'envole pour la Guinée équatoriale. Les militants des droits de l'homme espèrent qu'il sera un jour extradé et jugé pour les nombreux crimes dont il est accusé. 4000 doses de vaccins contre la fièvre Ebola sont en route pour la République démocratique du Congo. C'est la première fois que l'OMS diffuse aussi largement ce vaccin expérimental mis au point lors de l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 20 personnes sont mortes du virus Ebola en RDC depuis le début du mois d'avril.
En ce moment, en Afrique du Sud, se tient le salon de l'agriculture de Nampo. Les participants viennent y présenter leurs plus belles bêtes ou leurs machines les plus performantes. Des discussions sont organisées pour aborder les questions de réformes agricoles. Un sujet fait débat en particulier, celui des expropriations sans compensation, au cœur d'une proposition d'amendement de la Constitution sud-africaine. Écoutez. Je pense qu'on doit admettre le fait que la terre est une question extrêmement sensible en Afrique du Sud. Il ne s'agit pas seulement de trouver des solutions rapides pour donner des terres aux gens et penser que cela va résoudre le problème. Je pense que c'est une question émotionnelle plus profonde, une question de dignité humaine. Pourquoi le droit à la propriété est si important pour nous? On nous accuse de vouloir seulement protéger les fermiers blancs. Et il n'y a rien de mal à vouloir protéger ces gens-là. Mais ce n'est pas la seule raison. La raison, c'est que nous savons que l'économie va être détruite si cela arrive. 72% des terres sont détenues par des Sud-Africains blancs, alors qu'ils ne représentent que 8% de la population. En décembre dernier, l'ANC a promis de redistribuer ces parcelles au plus vite. Et depuis, les installations illégales sur des terrains communaux ou privés se sont multipliées et les autorités ont bien du mal à les empêcher. Reportage de nos correspondants Caroline Dumais, Stéphane Carstens. Quand les unités de démolition de la ville du Cap débarquent dans un bidonville, les populations marquent leur territoire. Et très souvent, la situation devient volatile. Il y a eu 14 blessés dans une opération la semaine dernière. Just chase them off, don't shoot. Stop the operation, stop the operation. Go back, fall back, fall back. Le commandant Petersen détruit tous les mois plus de 1000 structures informelles de ce type. Mais parfois, il préfère se replier que de provoquer la colère des habitants. L'environnement est hostile, alors on va se regrouper et on reviendra. On s'en occupera, mais un autre jour. Ils reviendront quand ils auront des renforts de police, car cette unité est très impopulaire. Sa mission est de détruire toutes les structures érigées sur les terres communales ou privées. La méthode est radicale. Les populations qui ne sont pas relogées sont souvent désespérées, comme cette femme qui se met à se déshabiller. Ou cet homme de Port-Élisabeth qui menace de jeter son bébé si on démolit sa maison. Le patron de l'unité du Cap est inquiet. Il assure que les invasions de terre ont triplé en un an et que les opérations sont de plus en plus dangereuses. C'est nous qui représentons l'autorité, mais les gens nous attaquent quand même. La grande question est jusqu'où va-t-on aller? On nous a déjà tiré dessus à balles réelles. Ça devient dangereux. C'est de moins en moins de notre ressort. Ces officiers et les promesses de redistribution des terres sans compensation ne font qu'aggraver la situation. La ville du Cap ne construit que 10 000 maisons par an. Mais pour rattraper le retard, il faudrait en fournir 10 fois plus. Sindika Dokolo est l'un des plus grands collectionneurs d'art africain au monde. C'est aussi un fervent critique du président congolais Joseph Kabila. Il a lancé en août dernier un mouvement citoyen baptisé Les Congolais debout. Reportage Nicolas Germain, Julien Sauvager et Sadia Manjo. Ça par exemple, c'est une statue béna-loulois qui vient plutôt du sud, de la région du Kasaï. À 46 ans, Sindika Dokolo est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands collectionneurs d'art africain, classique et contemporain, à l'échelle mondiale. Il nous a donné rendez-vous dans une galerie d'art de Paris. Emmanuel Macron a récemment lancé une commission qui doit examiner la question de la restitution des biens culturels africains donnés ou pillés pendant la colonisation. Une problématique que Sindika Dokolo suit de près. Plutôt que de dire restituer ou pas restituer, de dire comment est-ce qu'on fait pour arriver à former des jeunes au métier de la muséologie, pour faciliter l'accès des jeunes Congolais à ce patrimoine qui est un patrimoine de l'humanité, certes, mais avant tout un patrimoine des Congolais. Sindika Dokolo a plusieurs casquettes. L'an dernier, il a lancé un mouvement de la société civile appelé les Congolais debout. Il critique de plus en plus le président Joseph Kabila, dont le mandat se terminait officiellement en décembre 2016. Je ne suis que l'initiateur des Congolais debout. Les Congolais debout, c'est 1,5 million de Congolais avec une présence locale et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'organiser la riposte ou la résistance à ce plan de M. Kabila pour lui faire échec. Lapsus révélateur. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 17 ans. Mobutu, lui, avait passé 31 ans à la tête de l'État. Au Congo, Sindika Dokolo a été condamné pour fraude immobilière l'an dernier. Depuis, il n'y va plus.
Il dénonce un procès politique, mais dit n'être candidat à rien pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit dans le domaine politique que je puisse le plus apporter à mon pays aujourd'hui. Aujourd'hui, mais peut-être dans 5 ans. Qui vivra verra. Sindicat de Kolo est aussi un homme d'affaires et son épouse n'est autre que la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos. Elle est la fille de l'ancien président angolais José dos Santos qui a quitté le pouvoir l'an dernier après pratiquement 4 décennies à la tête de l'État. Depuis, le nouveau président João Lourenço écarte les proches de dos Santos. Isabel dos Santos a ainsi perdu la tête de la compagnie pétrolière nationale. Son époux se montre prudent lorsqu'il s'agit de commenter ces nombreux limogeages. C'est légitime, c'est lui le président de la République, il a été élu à ce titre et c'est à lui de choisir les gens avec lesquels il veut mener sa politique. Il essaye aussi d'établir et d'affirmer son autorité, ce qui n'est pas évident parce qu'effectivement, le président dos Santos, son prédécesseur, a marqué l'histoire. Son beau-père n'étant plus président de l'Angola, Sindicat de Kolo perd forcément en influence chez le voisin congolais. La question à présent est de savoir s'il sera, comme son ami l'opposant Moïse Katumbi, contraint à l'exil tant que Joseph Kabila restera au pouvoir. Certains pays comme le Mali et la Côte d'Ivoire ont débuté le jeûne du Ramadan ce mercredi. Sur les marchés, c'est l'effervescence pour préparer ce mois sacré pour les musulmans. Au Caire, un produit fait fureur, la lanterne traditionnelle du Ramadan à l'effigie du joueur de foot Mohamed Salah. L'attaquant égyptien du club de Liverpool est une superstar dans son pays. Il va désormais illuminer les foyers égyptiens jusqu'à la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. On se quitte sur ces images. Restez sur France 24.